Alors, en tout cas, je souhaite au nom de la Société Dante Alighieri et de la Société genevoise d'utilité publique la bienvenue à cette rencontre avec Gianrico Carofiglio, soit aux gens qui sont ici à la Maison du Four, soit les 40 personnes qui sont connectées actuellement via Zoom. Je les remercie beaucoup de leur présence. Et nous sommes également en direct Facebook sur la page de la Société Dante Alighieri. Je voudrais tout d'abord remercier M. Henri Beauvais, directeur éditorial des éditions Slatkin, pour sa présence et surtout pour avoir accepté d'introduire et de modérer notre rencontre. Juste quelques mots de présentation de M. Carofiglio, qui est bien connu à tout le monde, mais il y a encore quelques amis suisses qui ne le connaissent pas encore. Donc, M. Carofiglio est né à Bari. Il a été longtemps juge et il s'est occupé de la lutte contre la mafia, notamment. Et depuis 2002, il a fait ses débuts dans la littérature, et notamment avec la présence du personnage de l'avocat Giulio Guerrieri, qui est l'un des protagonistes du livre dont on parlera ce soir. Ces titres les plus récents sont un essai, La gentilezza e il coraggio, la gentillesse et le courage en français, Bréviaire de la politique et d'autres choses, et les romans policiers La discipline de Pénélope, qui a comme protagoniste pour la première fois une femme. Donc, les livres dont on va parler ce soir ont été publiés le premier en mars 2020, 3 heures du matin. Ce n'est pas un policier, c'est plutôt un roman intime de la relation entre père et fils. Et tout récemment, le même éditeur Slatkin a publié la traduction de L'été de foi qui est sortie en mars 2021. Avec ça, je laisse la parole à M. Beauvais pour introduire et conduire notre rencontre avec M. Carofiglio. Bonjour Gianrico. Bonjour. Bon, bah, écoutez, d'abord, je suis tout à fait ravi de revoir Gianrico parce que ça fait plus d'1 an qu'on ne s'est pas vu avec toutes ces mésaventures. Donc, nous avons la chance d'éditer en France, puisque Slatkin et compagnie est ce qu'on appelle dans notre langage un in-print. Vous m'entendez? C'est bon? Un in-print de Slatkin, qui est bien connu à Genève, qui est une maison séculaire, plutôt orientée vers la littérature suisse et régionale et savante. Et donc, depuis 5 ans, nous avons créé Slatkin et compagnie à Paris, qui est tournée vers la fiction. Et nous avons la chance d'éditer désormais Gianrico Carofiglio pour la part fiction, puisque pour la part non-fiction, je crois, Gianrico, que vous allez faire paraître cet essai dont vous parliez tout à l'heure aux arènes à la rentrée. Nous, on a déjà beaucoup de difficultés à faire cohabiter le côté très prodigue de Gianrico, qui a beaucoup produit. Il y a une backlist importante et dans laquelle nous avons choisi de faire paraître d'abord 3 heures du matin, dont on va parler, je crois, dans un premier temps, et ensuite ce titre que vous avez présenté, L'été froid, qui est le 2e volet, on aura l'occasion de le préciser. Donc, si je comprends, vous attendez de moi que je pose des questions à Gianrico Carofiglio, et je vais lui demander, concernant 3 heures du matin, qui fait partie donc des non-polars, puisque la production fiction de Gianrico, c'est soit du noir, soit ce qu'on appelle en France de la blanche, c'est-à-dire des livres qui pourraient trouver leur place chez n'importe quel éditeur de fiction et qui ne sont pas des polars. Oui. Et donc, ce premier titre, 3 heures du matin, qui a joué un peu de malchance en France, puisque nous l'avons sorti 1 semaine avant le début du grand confinement, donc qui n'a pas trouvé tout l'écho qu'il devait avoir, mais qui continue de se vendre très régulièrement, parce que c'est un titre exceptionnel. 3 heures du matin,
C'est l'histoire, je vais peut-être laisser Gianrico la raconter, mais c'est l'histoire de la rencontre d'un père et d'un fils qui ne se sont pas beaucoup vus puisque les parents de ce fils sont séparés. Le fils, le personnage qui s'appelle Antonio, et on me demande de démarrer ma vidéo, c'est ça? Il faut que j'appuie. Voilà. Voilà, merci. J'avais pas, pardon. Et donc, en fait, un médecin découvre que Antonio souffre d'une maladie qui en fait est l'épilepsie. Il n'est jamais question dans le livre du nom de la maladie véritablement. Et il va donc consulter un médecin marseillais qu'il soigne avec de la chimie et qui veut le revoir, ce fils, 3 ans après, pour vérifier que le traitement a fonctionné. Et il va donc seul avec son père qu'il connaît à peine à Marseille. Le médecin, le professeur de médecine, lui explique ce que va être ce traitement. Et c'est la première question que je poserai à Gianrico. Un traitement pour le moins surprenant. On demande à ce jeune homme de prendre des amphétamines, de rester éveillé 72 heures, et après seulement, on va voir s'il est guéri. Et sans vouloir dévoiler ce qu'est le roman, c'est le long parcours sous amphétamine de ce jeune homme dans Marseille, la nuit, le jour. Et ce petit séjour va énormément le rapprocher de son père. Et c'est en quoi tout le monde est touché par ce livre, puisque c'est la rencontre d'un père et de son fils. Et je vous invite vraiment, c'est un des livres que j'ai préféré de tout ce qu'on a publié depuis 5 ans. Et ce qui m'a surpris, c'est que donc cette scène se passe en 1982. Je crois, Gianrico, que le médecin, vous avez nommé le médecin du nom d'un pavillon à cet hôpital assez célèbre à Marseille. Et pourquoi vous avez choisi à titre personnel Marseille? Est-ce que vous aviez une expérience personnelle de ce traitement? Pourquoi vous avez parlé de ce traitement qui paraît très curieux aujourd'hui de prescrire des amphétamines à un jeune homme? Et est-ce que c'est quelque chose qui se pratique toujours? Et est-ce qu'il s'agit pour vous d'une expérience personnelle, d'une façon ou d'une autre, et une expérience personnelle de cette ville et peut-être même de cette maladie? Voilà la première question que je voudrais poser à Gianrico. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Je dois vous corriger parce qu'il s'agit de 3-4 questions. Mais je suis discipliné et je vais répondre. Je commence avec la question sur les traitements, que c'est une chose, je crois, intéressante. La méthode utilisée par les professeurs de Marseille, qui existait vraiment, c'est le professeur qui a donné le nom au pavillon. C'était un très important médecin de Marseille. C'est l'unique personnage du roman qui est réellement existé. La méthode utilisée par les professeurs pour vérifier si Antonio était guéri ou non, c'est-à-dire la privation de sommeil pendant 2 nuits consécutives, était appelée réaction du déclenchement. Était utilisée en psychiatrie jusqu'au milieu des années 80. Des problèmes d'éthique sont apparus par la suite et cette pratique a été interdite depuis. J'ai choisi Marseille pour raconter cette histoire inspirée grâce à un fait qui s'est réellement passé à Marseille, pas moi. Un ami m'a dit qu'il avait vécu une expérience très similaire à celle racontée dans le roman. Bien sûr, la comparaison s'arrête là, car je me suis inspiré de cette histoire vraie et j'ai écrit un roman qui est, comme dans tous les cas, une œuvre de fiction. Le choix de l'année 1982 s'explique principalement par la raison donnée à l'autre question, la réponse précédente. À l'époque, la méthode de privation de sommeil, je veux dire au milieu des années 80, aurait été interdite. Alors, j'avais besoin de poser l'histoire dans une époque quand la méthode était permise.
Mais j'ai aussi choisi cette année-là parce que, comment dirais-je, il m'a permis d'une certaine manière d'insérer une perspective autobiographique dans les récits. Et j'ai choisi Marseille. Le choix de Marseille dépend de l'histoire vraie que l'on m'a racontée, qui s'est déroulée à Marseille. Mais lorsque j'ai entendu cette histoire, ayant connu cette ville, il m'a semblé que c'était le cadre idéal pour un roman de formation et en particulier pour une histoire balancée entre la lumière éblouissante du jour et l'obscurité inquiétante des nuits marseillaises. Il s'agit donc d'une expérience personnelle de la ville que j'ai appris à connaître et apprécier en capturant son, comment dirais-je, son charme ambigu, mais aussi d'une référence à l'histoire réelle qui m'a été racontée. D'accord. Et alors, sur cette opposition du jour et de la nuit, je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça donne à contempler à la fois la face obscure de Marseille, qu'on connaît souvent par les faits divers. Il y a des moments assez inquiétants dans la nuit. Il y a des moments solaires avec une première expérience amoureuse qui couronne le livre dans les calanques. Est-ce que ça, vous avez, Gianrico, essayé de traduire la perception que vous aviez de Marseille? Et j'ai aussi une autre question, c'est dans l'écriture, quand vous avez posé ça, est-ce que votre style, vous avez essayé de transcrire l'état du jeune garçon sous amphétamine et au fur et à mesure qu'il se rapproche de façon un peu hallucinée de son père, sans qu'il soit jamais halluciné, on est bien d'accord, mais 48 heures de veille et la consommation de ces amphétamines, ça crée une perception tout à fait différente de Marseille. Donc, comment stylistiquement vous avez exploité cette dichotomie? D'une certaine manière, je crois que la réponse à cette question est contenue dans ce que je viens de dire. Marseille est une ville qui, plus d'autres, présente des contrastes riches en fascination entre la dimension solaire et la dimension crépusculaire. Mais il y a certainement aussi la nécessité de raconter la perception altérée d'un garçon qui suit ce genre de thérapie et qui en réalité se retrouve à passer à franchir une frontière de son existence. La dimension du père qui partage cette expérience est également modifiée. L'histoire, ne l'oublions pas, est avant tout l'histoire d'une rencontre surprenante et inattendue entre un père et un fils qui ne se connaissaient littéralement pas auparavant. Quand on parle de l'écriture, je crois que je ne peux pas répondre à cette question sur la technique. Je crois que lorsque une opération littéraire fonctionne, c'est parce que l'auteur a essayé de raconter l'histoire du thème qu'il a choisi avec honnêteté et sans raccourci, ce qui coûte toujours beaucoup d'efforts, bien sûr. Dans ce cas, une partie importante du thème était l'ambiguïté du temps, l'ambiguïté de notre perception du temps. Un sujet sur lequel je suis revenu à plusieurs reprises dans d'autres œuvres, noires et blanches. Si le lecteur perçoit la même dilatation du temps que les deux protagonistes du roman, je ne peux qu'être heureux. Mais je ne suis pas en mesure d'expliquer comment ce résultat a été obtenu du point de vue technique. Et très franchement, je préfère aussi ne pas trop enquêter. Lorsque quelque chose fonctionne, il est préférable de ne pas essayer, du moins de la part de l'auteur, de découvrir comment et pourquoi cela a fonctionné. C'est ma opinion. C'est la sagesse même, et il y a une phrase en français qui dit « avec le génie, on fait ce qu'on peut, et avec le talent, on fait ce qu'on veut ». Donc, c'est votre côté génial, Gianrico. Je voulais vous poser une dernière question sur ce livre qui rejoint peut-être cette dilatation du temps. C'est le choix que vous avez fait de ce titre, qui est une référence à Fitzgerald, qui n'est pas un texte très connu, que vous avez retrouvé, qu'on pourrait lire. Pourquoi ce choix de Fitzgerald? Oui, le titre, c'est une citation. J'aime les citations.
d'une belle phrase de Scott Fitzgerald. C'est une phrase que j'ai toujours aimée, car elle décrit avec une efficacité mortelle l'angoisse qui nous saisit parfois dans certains réveils nocturnes ou dans certaines nuits d'insomnie. 3 heures du matin, disent même les psychiatres, c'est le moment où notre humeur est au plus bas, où l'angoisse vient plus facilement. Mais la signification du titre, telle qu'elle est expliquée et racontée dans le roman, est exactement le contraire. C'est qui m'a charmé, cette idée d'utiliser une citation pour dire exactement son contraire. Dans le roman, à 3 heures du matin, il se passe quelque chose qui change la vie du protagoniste, lui ouvrant le sein de la vie ou la compréhension d'un morceau du sein de la vie. D'accord, je vais vous lire la véritable phrase parce que vous ne l'avez pas forcément sous les yeux tirée de Fitzgerald. Excusez-moi, oui, disez-la. Je vous ai interrompu, M. Andrico? Non, ah, oui. Allez-y. La phrase, c'est « Dans la véritable nuit noire de l'âme, il est toujours 3 heures du matin ». C'est magnifique, cette phrase. Oui, c'est incroyable. Je l'aime. Il était un grand écrivain. Il a écrit des choses incroyables et des choses incroyablement mauvaises. parce qu'il écrivait pour l'argent beaucoup. Il avait une vie très... Il avait besoin de beaucoup d'argent, mais il a créé quelque chose que je trouve extraordinaire. Et qui est souvent ramassé, court, comme le sont vos livres, économe de mots, très efficace, dégraissé. Oui. Et on retrouve au moins ce volume dans vos écritures. Alors, pour avoir un peu présenté, puisque M. Fantini nous fait l'amitié de présenter ces 2 livres, même si la nouveauté, le livre qui vient de paraître, c'est L'été froid. Pour faire une transition, c'est vrai qu'il y a aussi une forme de dilatation et de rétractation du temps dans L'été froid. Alors, peut-être avant de parler de L'été froid, peut-être le replacer, puisque c'est le 2e volet de 3 parties de ce personnage qui nous est cher en France, puisque c'est un personnage de gendarme, hein, c'est un maréchal de gendarmerie qui s'appelle Pietro Fenoglio. Et ce livre est le 2e livre. Il y a un 1er livre et un 3e livre qui raconte 3 étapes de la vie. Et ça permettra de mieux comprendre ce qu'est L'été froid. Si vous voulez simplement, Gianrico, nous rappeler ce que sont ces 2 autres titres, sachant que nous allons publier, nous, l'an prochain, toujours dans une traduction d'Elsa Damien, qui est une très bonne traductrice qui traduit chez nous, Di Fulvio, chez Gallimard Ferrante, qu'on va faire paraître le 1er de ces livres dont vous allez nous parler, après le 2e, comme ce que les adolescents appellent un préquel, avant L'été froid. Et puis on fera paraître enfin le 3e volet, sachant que la parution de ce premier va correspondre avec la parution en poche chez Folio, chez donc l'éditeur de poche de Gallimard, qui fera paraître L'été froid en 2022, en même temps que nous, cette vérité dont vous nous avez parlé, qui est le 1er tome. Oui, le premier roman, Una mutevole verità, est celui dans lequel le personnage de Pietro Fenoglio, qui doit son nom à un écrivain italien, Beppe Fenoglio, le personnage apparaît pour la première fois. Pour dire la vérité, je ne pensais pas que ce personnage reviendrait. Una mutevole verità devait rester un court roman dans lequel, parallèlement à l'enquête, il y avait une réflexion sur la signification de la vérité d'enquête, sur les qualités importantes et souvent inattendues d'un bon enquêteur. Mais comme c'est souvent le cas, les personnages font parfois des réclamations. Et Fenoglio a fait des réclamations. Et, de toute évidence, Fenoglio avait d'autres choses à raconter. Il est donc revenu à L'été froid, qui est le roman central, le plus substantiel d'un point de vue quantitatif.
et qui raconte une épopée criminelle et donc avec tous les clairs-obscurs possibles, la lutte entre ceux qui ont combattu le crime mafieux et les protagonistes de cette terrible saison. Le troisième livre, la version di Fenoglio, est un livre, comment dirais-je, plutôt atypique. Il contient 3 livres différents dans le même livre. Tout d'abord, c'est un roman très atypique car il ne s'agit pas d'un roman d'enquête. Il raconte l'histoire de Pietro Fenoglio, proche de la retraite, qui rencontre dans un studio de physiothérapie un jeune homme avec lequel il se lie d'amitié, à qui il confie ses aventures et ses réflexions. Et puis c'est un recueil de nouvelles car Fenoglio, au cours de rencontres répétées dans ce centre de réhabilitation, raconte au garçon certaines des enquêtes les plus intéressantes de sa carrière. Et c'est aussi un essai, parce qu'en marge de ces histoires, il y a des réflexions sur la méthode d'investigation et sur la façon dont la méthode et l'éthique d'une bonne investigation concernant, enfin, non seulement l'investigation, mais plus généralement nos vies et nos relations avec les autres. Pour la vérité, l'idée originale était d'écrire un essai. Et après, je dis que les personnages ont des réclamations. Fenoglio a dit, je voudrais parler de ça. Et alors, j'ai écrit ce livre atypique. 3 choses. Il ne coûte pas beaucoup pour 3 livres. Alors, cela posé ces 3 livres, donc là, on est dans ce deuxième moment où Fenoglio enquête sur la mafia, qui est un sujet que vous connaissez parfaitement, sur une mafia qui est très mal connue, c'est la mafia des Pouilles, qui est une mafia très, très violente. Je voudrais que vous nous parliez un peu de cette mafia et que vous nous disiez pourquoi vous avez mis autant de temps après votre expérience au Sénat autour des enquêtes de la mafia, pourquoi vous avez mis autant de temps à écrire sur la mafia? Est-ce qu'il fallait laisser le moment de digérer ou est-ce que vous vouliez faire un retour plusieurs années après sur ce que vous aviez croisé en tant que sénateur et magistrat? Oui, c'est vrai, j'ai attendu longtemps avant d'écrire sur les questions que j'ai traitées dans le cadre dans mon travail de procureur, car je crois qu'il était d'abord nécessaire d'établir une distance par rapport à des événements aussi dramatiques qui m'impliquaient si profondément. Dans ma façon de travailler, et je ne prétends pas que ce soit la meilleure, j'ai besoin qu'il y ait une distance entre le thème, les sujets et même les événements dont je parle et l'écriture, pour éviter le risque d'intrusion de la réalité dans le récit fictionnel. Et je vais le dire bien clair, intrusion, parce que ce que la littérature doit faire, c'est essayer de dire la vérité avec la fiction, c'est-à-dire mentir pour dire la vérité. Et la réalité peut être un vrai danger pour ce bout. Et cette mafia dont vous parlez, elle est très particulière. Oui. Moi, je ne connaissais pas du tout. Ça, elle est violente, c'est une mafia dure qui est instillée par la franc-maçonnerie, par une forme de paysannerie très, très violente. Est-ce que vous pourriez nous en parler parce qu'on ne la connaît pas? Oui, bien sûr. Oui. Un aspect particulièrement intéressant concernant les mafias des Pouilles est le fait qu'il s'agit de mafias relativement jeunes, nées entre les années 1970 et 1980, et qu'elles sont les seules mafias dont nous avons une connaissance assez précise du moment de la naissance, je dirais presque du moment de la fondation. Dans les années 90 et au début du nouveau millénaire, les mafias des Pouilles ont atteint des niveaux de dangerosité et de capacité à polluer la vie économique et politique similaires à ceux des autres mafias, ayant une plus longue histoire.
Il faut dire que l'action de contraste menée par les magistrats et les forces de police a été efficace. De sorte que cette montée rapide et dangereuse a été stoppée et qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que les mafias des Puy sont revenus à un niveau de criminalité locale, très dangereux bien sûr, mais pas doté du pouvoir subversif qu'il avait atteint dans ces années-là. D'accord. Et alors, il y a ce personnage. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore lu ce livre, ce qui est tout à fait étonnant et qui joue aussi dans cette dilatation du temps, c'est qu'il y a de grandes parties qui sont sous forme d'interrogatoires transcrits entre deux personnages qui s'opposent, là aussi sans doute l'obscur et le solaire, ce qui est le carabinier Fenolio qui mène les interrogatoires, et ce mafieux Lopez Vito qui représente le mal, mais peut-être pas forcément complètement le mal. Cette frontière très difficile entre le mal et le bien, c'est quelque chose que vous avez évidemment croisé quand vous avez beaucoup travaillé sur la mafia, ou est-ce que c'est simplement un objet littéraire Les deux, je dirais, les deux. Je dois dire qu'il n'y avait pas de véritable projet narratif dans l'histoire de deux personnages aussi différents que le maréchal Pietro Fenoglio et l'ex-mafioso Vito Lopez. Je voulais raconter, en parlant de ces mafiosos, l'ambiguïté du crime. L'ambiguïté de quelqu'un qui a pratiqué le crime et qui, lorsque vous le rencontrez, semble être une personne parfaitement normale. C'est l'expérience que j'ai faite de nombreuses reprises en tant que procureur, en interrogeant des collaborateurs de justice, d'anciens mafiosi, et en constatant souvent l'impressionnante normalité de ces personnages. Des sujets qui avaient commis divers meurtres, souvent terribles, et qui étaient parfois gentils, parfois attentionnés, tout sauf le monstre auquel on pourrait s'attendre. La criminalité est bien plus compliquée que nous l'imaginons, dans le contraste entre Fenoglio et Lopez, qui en fait une réaction avec des éléments de presque sympathie. Il y a une tentative d'explorer cette ambiguïté. Très bien. Et vous avez dit quelque part que la rédaction de L'été froid, pour vous, avait été une expérience littéraire. Même si vous n'aimez pas expliquer les dessous de votre écriture, en quoi c'était une expérience littéraire? Parce que ça faisait se rencontrer la réalité de ce que vous aviez rencontré avec les modes de la fiction, ou parce que c'était un genre nouveau pour vous? Il y a une question technique. Dans ce livre, j'ai choisi d'utiliser le langage des archives judiciaires qui occupe une grande partie de ce livre. Parce que je voulais faire une sorte d'expérience littéraire, oui. Je voulais voir dans quelle mesure il était possible, avec ces langages apparemment aseptisés, dénués d'émotions, de transférer le drame froid d'épisodes souvent terribles, surréalistes, une réalité différente, autre que celle que les jeunes normaux sont capables d'imaginer, même lorsqu'ils pensent au crime. L'opération littéraire, c'est exactement avec le langage. D'accord. Mais tous ceux qui le liront verront exactement ce que vous voulez dire, notamment par ces transcriptions de longues séquences d'interrogatoires qui sont tout à fait prenantes, à cheval sur le document d'archives et sur justement ce temps languissant de l'espace romanesque. L'été froid, peut-être, il faut le préciser, c'est le nom de cette opération. Oui, oui, c'est le vrai nom d'une opération que j'avais conduite dans le 1992. Parce que l'été de 1992 était chez nous très froid. Et alors, on devait arrêter beaucoup de mafiosi. On avait appelé l'opération exactement Estate Fredda. Et ça, il vient directement du monde réel. Très bien, ben je crois qu'on a fait un tour un peu rapide. Je ne sais pas comment vous voulez procéder, Monsieur Fantini. Est-ce que vous voulez que
que certains des participants posent des questions à Gianrico, peut-être? Oui, c'est bien de laisser la possibilité aux participants qui sont ici dans la salle ou qui sont connectés à distance de poser des questions. Donc, ils peuvent éventuellement aussi nous envoyer des questions par le chat. Il suffit de cliquer sur le petit signe en bas de l'écran pour écrire un message, une question pour M. Carofiglio, ou bien simplement nous demander la parole, activer leur micro et poser des questions. Alors, je regarde si dans la salle, il y a quelqu'un qui veut poser des questions, autrement à distance. Autrement, je vous laisse, M. Beauvais, continuer un moment et je récolte entre-temps quelques questions qui vont être envoyées par le chat. Avec plaisir. Alors, il y a une question qu'on se pose évidemment de l'étranger parce qu'il y a eu un procès actuellement très médiatisé, avec une issue favorable d'ailleurs dans les relations franco-italiennes. Et est-ce qu'on peut dire quelque chose sur la corruption des politiques dans ce type d'affaires? Je vois plus Gianrico, il ne veut pas répondre. Oui. Non. Pas de problème. Non, il y a une question criminologique. C'est-à-dire que les mafias de Puy n'ont jamais atteint un point de corruption systémique parce qu'ils sont jeunes. Il y a eu des épisodes nombreux d'implication de politiciens avec les criminels mafieux, mais contrairement à d'autres territoires, cette implication n'a pas atteint une dimension systémique. C'est probablement parce que, je disais, ils sont beaucoup plus jeunes. Ils n'ont pas eu la possibilité de s'enraciner, on dit enraciner, c'est correct, dans la vie sociale. De temps en temps, je ne sais pas si je parle en italien transformé en français. Non, c'est un français parfait. Bien, de s'enraciner dans la vie sociale, économique et politique au point de polluer systématiquement la politique et ses représentants. J'ai arrêté des politiciens quand je travaillais comme procureur, mais on n'a jamais trouvé comment dirais-je, un problème systémique dans le Pouille. Et c'est quelque chose que vous pouvez trouver en Sicile, in Napoli, Campania, parce qu'il s'agit de mafias historiques avec une histoire très longue et une capacité de pénétrer. Et c'est justement peut-être cette jeune mafia, si j'ose dire, dont on peut connaître la naissance, comme vous le disiez tout à l'heure, qui vous a intéressé, parce que c'était un terrain neuf qui n'était pas du tout travaillé, et parce que c'était une sorte de résumé de ce qu'était la mafia? Peut-être. Quand on travaillait sur l'investigation, on pensait principalement à lutter contre ces criminels qui étaient très, très dangereux dans ces années. Mais oui, je trouve que d'un point de vue criminologique, c'est très intéressant parce que nous avons une narration de la fondation de ces mafias qui n'a jamais été bien examinée, mais nous avons beaucoup de documents qui parlent de ça et nous avons la possibilité de comprendre surtout les mécanismes psychologiques qui portent à la création des associations criminelles, le besoin d'appartenance, la solidarité malade, bien sûr, les besoins de règles. C'est très, très intéressant. Je crois que mon français n'est pas suffisant pour expliquer ces choses, mais c'est une chose que nous avons essayé d'expliquer, par exemple, dans les procès, pour
faire comprendre, surtout aux juges populaires, comme et pourquoi pouvait être que de jeunes normaux choisissent de s'affilier, affiliation, on dit en français. Oui, oui, oui. Très bien. Je vois qu'il y a une première question là qui apparaît en bas. C'est vous, Monsieur Fantilli, qui l'a posée ou je la pose? Non, non. Donc, il y a 3 questions qui sont arrivées. La première, que je pense que vous voyez sur l'écran, vient de Jean-Pierre Main, qui dit « Comment peut-on expliquer que les Pouilles soient restées si longtemps épargnées par les mouvements mafieux, contrairement à la Sicile, la Calabre et la Campagne ?» Voilà, ça c'est la première question. C'est très difficile à expliquer. Je crois qu'il faudrait analyser les différents parcours de la criminalité dans les différentes régions pour comprendre. L'histoire de la Sicile, c'est la plus noire, la plus intéressante, la plus longue. Et il y a une connexion entre les associations criminelles et les associations secrètes, la maçonnerie, des choses comme ça. Et peut-être quelque chose comme ça, c'est in Calabria. In Campania, il s'agit surtout de formes très dangereuses de criminalité urbaine. Urbaine, oui. Dans le Puy, il n'y a pas une tradition de criminalité organisée. Quand je dis il n'y a pas une tradition, je veux dire qu'il n'y a pas une tradition d'une criminalité organisée enracinée dans la société, la politique, etc. Dans les années 70-80, nous avons un événement très intéressant. Les mafias depuis ont leur fondation dans les prisons, comme des associations de, comment dirais-je en français, pour les criminels dépouillés pour se défendre contre l'autre association criminelle. C'est une raison spécifique. Ils ont créé des associations secrètes dans les prisons pour une instance défensive. Et après, quand les criminels ont sorti de prison, ils ont transféré les modèles à l'extérieur. Ça, c'est la raison pour laquelle je trouve très intéressant l'histoire. Parce que la fondation est liée à une exigence spécifique qu'on peut étudier. Je ne sais pas pourquoi, dans les 70, 80, etc. Mais ça, c'est l'histoire. Je n'ai pas le pourquoi. Merci beaucoup. Il y a une deuxième question à propos de 3 heures du matin. Le rôle de la maman du jeune dans l'histoire. Ah, le rôle. Merci. Oui. Merci parce que je trouve, bien, pour qui n'a pas lu le livre, la maman du jeune, on peut la trouver dans 4-5 pages et on pourrait dire que c'est un personnage secondaire, mais ce n'est pas vrai. Elle est très importante. C'est un rôle, en italien on dit immanente. Come si dice immanente in francese? C'est un peu philosophique de dire immanent, mais on comprend ce que ça veut dire. Oui, oui. Immanent, voilà, tout à fait. Immanent, oui. Parce que elle est là. On ne parle pas de la mère, mais elle est là. Elle est comme un fantôme pour le père et pour le jeune. Et elle est la présence, absence, excusez-moi,
de la mère, c'est le paradigme pour comprendre l'histoire du père, que c'est un personnage très important du livre. C'est la partie qu'on ne voit pas, mais que quand on parle de la Lune, on dit qu'il y a une partie qu'on peut voir, une partie qu'on ne peut pas voir. La mère, c'est la partie qu'on ne peut pas voir de la relation familière qui est racontée dans ce livre. Il y a encore une autre question qui voudrait savoir quel rapport avez-vous avec vos personnages. Elle pense en particulier à Camilleri qui avait un rapport d'amour contrasté avec son Montalbano. Comment vous entendez avec vos personnages? Oh, il y a de l'amitié. Non. J'ai déjà dit que quelquefois les personnages ont des réclamations. Il faut être très attentif à contrôler l'arrogance des personnages. Mais en général, j'ai une relation amicable avec mes personnages, avec les personnages positifs, mais aussi avec les personnages négatifs, parce que je trouve que pour raconter des personnages intéressants, il faut avoir de l'empathie avec les personnages. Parce que si vous avez de l'empathie, c'est plus facile d'entrer dans la perspective bonne ou méchante du personnage. Et le lecteur trouve que le personnage est vif. C'est la vie d'un personnage dépend de la capacité de l'auteur de voir le monde avec les yeux du personnage en question. Moi, j'aurais une question complémentaire qui est un peu banale, mais est-ce que vous avez, quand vous commencez d'écrire un livre, est-ce que vous savez comment vont évoluer vos personnages ou est-ce que vos personnages vous emmènent? Parce que vous dites qu'il y a des personnages qui sont difficiles, qu'on domestique moins. Il y a beaucoup d'écrivains qui aiment dire que les personnages sont rebelles. Je trouve que c'est une pose littéraire. Mais quand je commence à écrire un livre, je connais la situation de laquelle le livre commence et je sais exactement le final du livre. Ça, c'est très important pour moi parce que je crois qu'il aide à éviter l'incohérence du livre. Si vous savez exactement où est que vous êtes en train d'aller, on peut faire des déviations, bien sûr. J'aime les déviations. Mais ayant bien clair quelle est la direction. Et alors, je trouve que la métaphore du voyage, c'est très utile. Écrire un livre, pour moi, c'est comme un voyage. Je connais la place de la partance. Je connais où est que je vais aller, mais pour le reste, il s'agit de voyager et de découvrir des choses pendant le voyage. C'est le propre d'un roman de formation, ça. Oui. Très bien. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions, Monsieur Fantini? Oui, il y a une question que j'ai reçue par SMS. C'est pour Monsieur Carofiglio, mais aussi pour vous, Monsieur Beauvais, parce que vous avez dit donc que la trilogie dédiée à Pietro Fenoglio, le maréchal Fenoglio, est composée justement de 3 volumes, mais vous avez commencé à publier le 2e volet. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Qui a fait le choix de publier le 2e avant le premier? C'est une double raison. D'abord, le premier livre est un livre qui est d'un format tout petit, puisque je crois qu'il fait moins d'une centaine de pages, et que d'un point de vue commercial, il nous paraissait plus intéressant de le poser avec un livre qui était le plus important et qui était le cœur de la carrière, à mon avis, de Fenoglio. Donc, c'est la raison pour laquelle on a commencé par ça.
Et puis, je crois qu'aujourd'hui, dans l'édition et avec la souplesse du lectorat, je parlais d'un préquel tout à l'heure, les lecteurs apprécient beaucoup plus de se promener dans le temps comme ça. Et vous pouvez le trouver chez beaucoup d'écrivains. Et je trouve que ça magnifie un peu ce triptyque plutôt qu'une trilogie d'ailleurs. Et voilà ce que je pense moi, mais peut-être que Gianrico a d'autres explications et peut-être qu'il aurait préféré qu'on publie d'abord le premier. Je me déclare complètement satisfait par la réponse de M. Bové. Merci. Très bien. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? Autrement, j'ai moi-même une question à vous poser, parce que tout au début, M. Carofiglio a parlé du ton, qui est un aspect extrêmement important. Et à la lecture de ces deux romans, que j'avais lus bien évidemment en italien, j'avais remarqué une différence justement dans la temporalité. Les livres dédiés à Pietro Fenoglio est très dense, tout se passe très rapidement, les choses se passent d'habitude en voiture qui vont vite, etc. Tandis qu'à Marseille, on se promène très lentement dans la nuit, dans la ville, le temps passe vraiment très lentement. Est-ce que cela signifie qu'il y a une temporalité différente dans les questions psychologiques des relations père-fils par rapport à la vie réelle qui est faite des relations avec les criminels, les juges, les policiers? Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est la vie réelle, mais oui, la réponse est oui à votre question. Le problème de l'ambiguïté du temps, c'est un problème qui m'obsesse. Pas mon dernier, mais mon roman qui a été publié en Italie dans le 2019 a un titre avec le temps. Le titre est La mesure du temps. Je suis obsédé par le problème de la difficulté de comprendre, de bloquer la signification du temps. Et alors, je fais comme je fais des expériments avec le temps qui va plus vite ou qui se déroule très doucement parce que je sais, en changeant la vitesse, de comprendre la signification de l'entité du temps. Bien sûr, je ne comprends pas, mais c'est le destin des écrivains. On essaie de comprendre des choses importantes de la vie avec nos histoires et notre personnage, mais dans le meilleur des cas, on peut prendre un morceau de la signification, un petit morceau, c'est le destin de l'écrivain. Nous écrivons des histoires, on parle de personnages à la recherche de la vérité, mais on ne la trouve jamais. Surtout toujours relative. Oui, mais plus que relative. Je trouve que c'est ce que je trouve charmant. Je ne sais pas si c'est le mot correct, je suis un petit fatigué, mais dans l'écriture, c'est l'effort qu'on fait pour capturer quelque chose qui en réalité échappe toujours. Très joli ça. Mais pour compléter ce que disait, parce que c'est vraiment une très bonne question de M. Fantini, la durée sur ces deux romans est après tout la même. C'est-à-dire c'est un temps très ramassé, mais c'est le rythme de l'écriture qui est complètement différent. Et c'est ça la force de ces deux livres. Ouais. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas sur le chat, pas dans la salle. Est-ce qu'il a été menacé après le dernier? Oui, la question dans la salle, c'est savoir si M. Carofiglio, suite à ses activités de juge, d'écrivain,
a reçu des menaces? Non. Comme écrivain, oui, beaucoup de menaces. Mais c'est une question sérieuse. Quand je travaillais comme procureur, je n'ai jamais reçu menace et ça, c'est la chose la plus dangereuse. Quand le criminel essaie d'intimider avec des menaces, c'est parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire des choses plus graves. Je n'ai jamais reçu de menaces, mais on a découvert beaucoup de projets d'attentats. C'est la raison pour laquelle quand je sens que quelqu'un a été menacé, je suis toujours un peu sceptique. Les vrais problèmes, ce ne sont pas les menaces. Les vrais problèmes sont quand on va toucher des choses que serait mieux pas toucher et le danger, c'est là. J'ai vécu pour 6 années avec une escorte de policiers avec moi. J'avais 4 hommes avec moi toujours. J'étais armé moi-même. C'est oui, 5-6 ans. Moi, j'ai une dernière question concernant ces menaces. Je crois qu'à la ville, ou plutôt pendant vos loisirs, vous êtes un champion de karaté. Est-ce que c'est lié à cette menace? Vous savez, une fois, un maître très important d'arts martiaux a été demandé, maître, est-ce qu'il est possible de se défendre contre un homme armé d'une pistolet? Et il a dit, bien sûr, avec un fusil. Le karaté, ce n'est pas très bien contre les armes à feu. Ok. Bien, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je tiens à remercier énormément M. Carofiglio pour sa présence, M. Beauvais pour sa brillante conduite de notre très belle conversation. Je profite pour vous rappeler que Carofiglio sera à nouveau avec nous demain après-midi à partir de 15h, en italien cette fois, pour parler notamment du rapport entre des méthodes utilisées dans différentes disciplines, la loi, la science, la médecine, etc. Et il y a aussi une continuité parce que demain, on partira effectivement du 3e volet de la trilogie de Fenoglio, la version di Fenoglio, qui était, comme l'a très bien dit Carofiglio, à mi-chemin entre un essai et un roman. Et on prendra cette fois la partie essai pour réfléchir sur différentes questions qui intéressent l'histoire des sciences, l'histoire de la médecine et la philosophie, l'épistémologie. Ce sera très intéressant demain à 15h. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. À tous. Merci. Bonne soirée.